Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, blanchiment d'argent et criminalité organisée. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest est en conclave à Sali-Hambourg depuis le 27 de ce mois. C'est pour mettre en œuvre des stratégies concertées contre ces fléaux. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Transport interurbain, le nouveau tracé du BRT rend la circulation encore plus difficile à Dakar. Automobilistes et usagers des routes en font les frais et déplorent cette situation. Reportage à suivre tout à l'heure. Et dans notre rubrique découverte de ce soir, nous irons au village de recasement des lépreux de Djibelor. C'est à Bignona. Ce site, l'un des 4 créés en Casamance avant les indépendances, est devenu une mare à misère pour ces pensionnaires qui déplorent l'indifférence totale des autorités face à leur sort. L'État est interpellé sur les cartes d'égalité des chances pour de meilleures conditions de vie dans ce village. À suivre en fin d'édition avec Hassan Ba. Bienvenue à toutes et à tous. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest tient depuis le 27 novembre dernier à Saly sa 38e réunion plénière de la commission technique. Une occasion pour les membres de cette entité de poser des stratégies concertées de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité organisée dans la sous-région. C'est un compte rendu de Muntaga Khan. La commission technique du GIABA a profité de sa 38e réunion plénière pour passer au peigne fin ses activités phares telles que l'examen des rapports techniques et de suivi. Il s'agira entre autres travaux de mettre sur pied le plan stratégique du dit groupement de 2022 à 2027. Dans le cadre de cette 38e plénière, les activités essentielles tourneront autour du premier rapport de suivi du Nigeria. Nous allons aussi nous pencher sur le plan stratégique du GIABA 2022-2027. Nous allons, dans le cadre des rapports techniques, examiner le rapport du RTMG, le groupe sur les risques, tendances et méthodes. Nous avons des études de typologie qui ont porté sur la piraterie maritime et la cybercriminalité. Les crimes transnationaux organisés tels que la cybercriminalité occupent une place importante dans ces travaux. En ce qui concerne les crimes transnationaux organisés, je pourrais pour le moment dire que cette étude qui porte plus particulièrement sur la cybercriminalité haute n'est pas encore achevée. Et nous avons la première mouture et nous espérons que ce document va être finalisé à la prochaine plénière. Le représentant du ministre des Finances et du Budget a magnifié le travail du GIABA. Le travail de veille du GIABA sur les risques, l'étude des tendances et méthodes de la délinquance financière, ainsi que l'évaluation régulière des dispositifs de lutte de ces États contre ces fléaux est un acquis important dans le cadre de la prévention des menaces sécuritaires qui pèsent sur nos États. Transport interurbain à Dakar, certaines artères sont bloquées de la circulation à cause du nouveau tracé du BRT. Taximans et particuliers déplorent cette situation dans ce reportage signé Madia Diop. Le tracé du BRT accentue le trafic routier à Dakar. Dans certaines artères de la capitale, comme dans cette intersection ici à Liberté 1, les automobilistes expriment leurs difficultés. Vous avez vu vous-même, donc c'est infernal, c'est invivable. Franchement, c'est trop de difficultés. Du matin au soir, on a un programme peut-être de faire 2 à 3 choses, mais finalement, on ne fait qu'une seule chose. Et franchement, c'est difficile. Les conducteurs de véhicules particuliers ne sont pas les seuls à souffrir des bouchons. Les taximans aussi déplorent la situation. Ils ont bloqué les sorties ainsi que les entrées. Ils doivent ouvrir les traversées. On ne travaille pas. Par exemple, vous pouvez avoir un client qui vous donne 1500 ou 2000, mais vous ne passez pas. Car vous allez faire 30 minutes, voire même 1 heure sur la route. C'est pareil pour le particulier. Qu'il nous aide. Pourtant, d'aucuns pensent qu'un tel chamboulement est normal et que quoi qu'il en soit,
les Sénégalais bénéficieront du BRT. Ils sont en train de faire des travaux. Je crois qu'après les travaux, la circulation sera beaucoup plus fluide. Ouais. Il faut casser les œufs pour avoir ce qu'on veut. N'est-ce pas? Les infrastructures du BRT devraient être livrées en décembre et la fin des travaux est pour 2023. D'ici là, les automobilistes devront prendre leur mal en patience pour ce nouveau tracé qu'ils n'accueillent pas bien. Dans l'actualité également, programme de formation sur l'habilitation, la Sénélec veut mieux outiller ses prestataires. C'est un programme destiné à près de 70 000 personnels prestataires de la Sénélec et des intérimaires concernés par cette série de formations sur la qualité et la sécurité dans le réseau de Société nationale d'électricité. Babacar Seck pour plus de précisions. Le centre de formation et de perfectionnement de la Sénélec du Cap des Biches a accueilli le lancement des formations destinées au personnel des prestataires et des intérimaires. Cette formation sur l'habilitation est axée sur la qualification et la sécurité des intervenants. L'employeur est le garant et le premier responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son périmètre. Il a l'obligation de veiller au respect de la réglementation applicable en la matière. De ce fait, Sénélec doit s'assurer, conformément au Code du travail et autres dispositions en vigueur, que les opérations réalisées sur nos installations électriques ou dans leur voisinage sont effectuées par des travailleurs habilités. Des travailleurs, qu'ils soient de Sénélec ou de l'écosystème Sénélec, doivent être formés et être reconnus par Sénélec comme étant capables de réaliser les tâches qui leur sont confiées, toute sécurité vis-à-vis du risque électrique. Le collectif national des entrepreneurs prestataires agréés par la Sénélec va jouer sa partition à l'accès universel à l'électricité au Sénégal. Nous nous sommes engagés parce que, étant donné qu'après l'habilitation, on est bien formés. Nous ferons tout le mieux pour partir, pour être partout au Sénégal. Essayer encore de faire de telle sorte que le courant sera partout, sera au fin fond du Sénégal. Nous ferons tout pour que chaque Sénégalais, chaque citoyen pourrait se sentir en énergie. Au-delà de cette formation, d'autres types de partenariats seront établis pour accompagner les prestataires dans la qualité et la sécurité. Et la structure dénommée Teranga Lab met à la disposition de la jeunesse rufisquoise un espace associatif dédié à l'innovation citoyenne pour une transition écologique. Cela vise surtout à permettre aux associations de travailler dans la recherche de fonds pour des projets dans le cadre du développement communautaire. Alexandre Guberlet est le directeur exécutif de Teranga Lab au micro de Babacar Seck. Et pour faciliter à ces associations d'avoir accès à une infrastructure de qualité, des bureaux où ils peuvent travailler, où ils peuvent se rencontrer pour co-créer ensemble des projets, faire émerger des projets pour le bien des communautés, on s'est dit que ce serait intéressant de créer un espace hybride. Et cet espace-là, c'est celui que nous inaugurons aujourd'hui ici, qui est basé à Rufisque et qui est ouvert à toutes les associations qui sont à Rufisque, qui aimeraient travailler dans des projets de développement. Nous, ce qu'on a, nous le mettons à la disposition de ces associations, c'est notre infrastructure, mais c'est aussi notre expérience, nos compétences en gestion de projets, en fundraising, comment soulever des fonds, comment structurer des projets, comment évaluer des projets. Donc c'est un espace qui est ouvert. Ces espaces-là, on dit que c'est un coworking space associatif ou un hacker space. C'est des espaces qui sont ouverts, destinés à faire émerger des projets innovants au sein des communautés. Alors, l'espace, il n'est pas essentiellement réservé à l'écologie. L'écologie, c'est une finalité à atteindre. C'est un espace d'innovation citoyenne dont la finalité, c'est d'amener tous nos projets qu'on développe, que ces projets-là puissent avoir une fibre écologique.
Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique dit avoir entendu le message que les députés lui ont adressé à la suite du vote de son projet de budget, à l'Assemblée nationale. C'était pour un montant de plus de 19 milliards de francs CFA pour l'année 2023. 90 députés ont voté pour et 60 contre. Au cours des débats, les parlementaires ont revisité le patrimoine historique. Le ministre s'en réjouit et compte conjuguer tous ses efforts pour réussir sa mission à la tête de ce département. Aliou Sow, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Dian. Dire à chacun d'eux, j'ai perçu à sa juste valeur le profond message qu'ils m'ont adressé. Depuis le début de la session budgétaire, c'est la première fois, vous en êtes témoin, que 90 voix pour un budget ont été notées, 62 contre. Ça, c'est un message profond, puissant, qui m'interpelle, qui m'exige de multiplier les efforts, d'aller dans le sens de bons résultats, d'aller dans le cadre de l'implication des députés dans ce que nous faisons pour faciliter l'accès à l'information, mais également cheminer avec eux sur le terrain et écouter également ces derniers. Les parlementaires, en plus des questions classiques les plus connues, ont revisité aujourd'hui le patrimoine historique. Ils ont démontré l'importance qu'ils accordent à l'âme de la nation, c'est-à-dire son patrimoine historique. Nous n'avons aucune raison d'être décompressés par rapport à aucun pays, aucun peuple, aucune nation. Mais également, ensemble, valoriser tout cela, c'est l'action que je compte mettre en œuvre à la tête de ce département-là. Mais croyez-moi, je suis très rassuré, je suis davantage motivé et que les parlementaires soient rassurés de ma détermination à conformer mon action à leurs attentes, à leurs orientations et surtout à le soutien massif manifesté aujourd'hui. Alimentation et hygiène dans les boutiques, gargotes ou dans les rues. La nourriture peut parfois être mal conservée. Des négligences qui peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la santé des consommateurs. Et nos reporters ont fait le tour de quelques points de vente à Dakar. Paul Dacosta et Selaman Diallo pour le... Il arrive de voir ça ou ça. Cette huile de cuisine noire met la lumière sur le problème de l'hygiène alimentaire au Sénégal. Devant le kiosque d'un vendeur de fruits sur Grand Dakar, cet amateur de fruits dit ne pas avoir le choix. Vous savez, nous n'avons que ça. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux venir qu'ici. Vraiment, je n'ai pas d'autre choix. Un peu plus loin, nous sommes attirés par le rouge vif de quelques pastèques exposées sur le bord de la route. Fatou Sen, une cliente, mange à cœur joie sa tranche de pastèque qu'elle vient à peine d'acheter. Elle est consciente des dangers qu'on peut encourir en prenant la nourriture de rue. Acheter une pastèque entière, l'amener chez toi, c'est plus sûr et hygiénique, c'est ça. Toujours, à elle de dire qu'éviter de manger dans les rues est un luxe que ne peuvent se payer certains foyers. À cause de la conjoncture économique, on ne peut pas faire autrement. Pour acheter à manger, c'est tout un problème. Donc, tu es obligé de se rabattre, par exemple, sur ces pastèques de 100 francs. Quoi, les familles achètent ça, c'est tout. Du foyer, c'est là d'où proviennent les beignets crevettes de cette vendeuse. Pour elle, c'est la solution d'éviter de nuire à ses clients. Je fais tout chez moi, hormis le fait de frire les aliments, et quand je les fris, automatiquement, ils sont plongés dans ce box. Les personnes rencontrées ont toutes certifié le problème d'hygiène sur les aliments qu'elles achètent dans les rues. Cependant, elles avouent ne pas être trop regardants sur ce dernier aspect, ô combien important pour la santé. Et dans l'actualité sportive mondiale Qatar 2022, le Sénégal va affronter l'Angleterre en 8e de finale ce dimanche. Et avant de disputer ce match, nos envoyés spéciaux Saïkou Seydi et Serine Salioudem ont rencontré les journalistes Idriss Sané et Pape Lamine Dour. Ils ont résumé les 3 matchs de poule de l'équipe nationale. Ils se sont aussi projetés sur l'affiche contre les Three Lions. On regarde le reportage. Du caractère, voilà ce que beaucoup d'observateurs retiennent des 3 matchs de poule du Sénégal en ce mondial. Idriss Sané du journal L'Observateur de souligner également la touche du coach Aliou Cissé qui était déterminant selon lui. On retiendra le nouveau caractère des Lions, celui
que leur a transmis l'entraîneur Aliou Cissé. On sait tous que voilà, côté caractère, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Contre l'Équateur, c'est le match qu'il fallait. On attendait un match vraiment physique et très difficile pour les Lions, surtout qu'après avoir pris la défaite à l'entrée. Contre le Qatar, on s'attendait à ce que le Sénégal se balade. Ils l'ont fait. Donc je pense que sur le plan comptable, c'est ce qu'on pouvait attendre des Lions. La défaite contre la Hollande était l'élément déclencheur. Mieux, Pape Lamindour, journaliste du quotidien Walf, considère que ce groupe de Sissi a maintenant du caractère. Des fois, l'équipe est dans des moments faibles d'une rencontre. On voit que ces Lions-là commencent à avoir du métier dans le haut niveau. Ils savent maintenant gérer les temps forts. Ce fut le cas contre l'Équateur, parce que le dernier quart d'heure de cette rencontre-là, quand on menait 2-1, on avait carrément perdu le ballon. Les buts du Sénégal étaient assiégés. Mais ils ont su quand même puiser sur leurs dernières ressources pour rester dans leur structure de départ. Sané attend le même caractère, la même envie de vaincre des Lions face à l'Angleterre en 8e de finale. Un adversaire jugé certes supérieur sur le papier, mais bien prenable. Sur ce plan-là, je fais confiance en tout cas au staff de l'équipe nationale du Sénégal. Si on a pu tenir tête à la Hollande, faire jeu égal jusqu'à ces deux erreurs-là qui nous ont coûté le match, je pense qu'on peut le faire face à l'Angleterre. Et encore, l'Angleterre n'a pas cette défense-là très hermétique qui pose très souvent des problèmes à l'équipe du Sénégal. Ismaïla Sarr qui évolue dans le championnat anglais, il connaît bien cette défense-là. Iliman Ndiaye, c'est dommage qu'on ait perdu un peu Idrissa Gana Gueye qui pouvait vraiment nous équilibrer en tout cas ce milieu de terrain-là. En 3 rencontres, le Sénégal a inscrit 5 buts et en a encaissé 4. Son adversaire en 8e de finale, l'Angleterre, en a encaissé 2 pour 9 marqués. Mondial Qatar 2022, toujours en plus bref, la Tunisie a battu la France, mais les Aigles de Carthage peuvent nourrir des regrets malgré cet exploit face aux champions en titre. 1-0. Dans l'autre match du groupe C, l'Australie a battu le Danemark par le même score, 1-0 et totalisé 6 points. Les Australiens terminent donc 2e derrière la France. La rubrique découverte nous mène à Ziguinchor. Difficiles conditions de vie des lépreux du village de reclassement social de Djibélor. C'est dans le département de Bignona. Ce village qui fait partie des 4 qui ont été mis en place donc avant les indépendances pour accueillir des personnes atteintes de la lèpre en Casamance avant les indépendances, est aujourd'hui abandonné par les autorités administratives selon ces pensionnaires qui dénoncent une stigmatisation et laissés à eux-mêmes. L'État est interpellé sur les cartes d'égalité des chances. La rubrique découverte est signée à Sanba. Le village des lépreux de Djibélor se situe à 2 km de Ziguinchor, aux abords de l'école des eaux et forêts, sur la route qui mène au Cap Skirring. Ce village créé depuis plusieurs décennies pour accueillir des personnes atteintes de la lèpre vit toujours dans des difficultés. Depuis bu tabaxee village de reclassement yi boobu dafa yàgg parce que La création des villages de reclassement date depuis plus de 60 ans. C'est à cause de l'apparition de la lèpre qui n'était pas connue des Sénégalais qui a amené la création de ces villages. C'est un Français du nom de Raoul Floro qui est l'initiateur de ces villages de reclassement en Afrique. bi nga xam ne feebar bi dal nañu bari ci Afrique benn tubaab bu ñu wax Raoul Floro on samp village yi yépp ci Afrique. Sur les 4 villages de reclassement que comptait la région de Ziguinchor, il ne restait que 2, Djibélor et Tobi, à cause de la crise casamançaise. Casamance amoon na ñeenti village. En Casamance, il y avait 4 villages, Djibélor, Tobi, Baba Dinka et Djifangor. Mais avec la crise, les pensionnaires de Baba Dinka et Djifangor se sont déplacés à Tobi et Djibélor. C'est pourquoi il ne reste que 2 villages. Djibélor, ñenn ñi dem Tobi. Moo tax ñaari village yooyu doxat.
Outre des conditions sociales et économiques difficiles, les pensionnaires de ce village continuent toujours de vivre la stigmatisation. Si booba temps lu ñu fàttaliku booba temps boo ñëwee fii maanaam dañ lay isolé ci kaw loo. Avant, on nous isolait, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Même si tu as un enfant, les parents viennent le récupérer. Ils quittaient Ziguinchor pour amener les enfants pour l'allaitement. Après, ils retournent parce qu'ils ne connaissaient pas bien la maladie. On ne pouvait pas se déplacer à cause de cette stigmatisation. On était obligé de rester dans nos coins. Les lépreux de Djibélor se disent oubliés sur les cartes d'égalité des chances. Mais carte bi liñ ci waxoon ak li ñuy def dafa méngoowul dara. Ce qui se passe sur les cartes d'égalité des chances est différent de ce qui a été dit au départ, parce que la carte devait nous permettre de se soigner, mais on ne l'a toujours pas, et ça nous fait mal. Ces personnes rencontrent d'énormes difficultés pour se soigner, malgré leur situation. On n'a pas un infirmier qui peut nous soigner ici. Si tu tombes malade, tu es obligé d'aller jusqu'à Ziguinchor et les ordonnances sont chères. On n'a pas les moyens pour les acheter. Vraiment, on a besoin d'aide sur ce plan. Avec l'éradication de la lèpre depuis 2015, le président de la République avait demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'engager le processus d'abrogation du cadre juridique relatif au village de reclassement social. Les malades maintenant se comptent sur des bouts de doigts dans ces villages. Maintenant, nous voulons, pour mettre fin au village de reclassement social, on a des fils et des petits-fils qui veulent construire. Vraiment, il est temps de changer ça. Ça nous fait vraiment mal de continuer sur ce statut. Parce que mënoo dëkk ci dëkk nga gis sa doom yi sa setu setaat te dëkk boobu ñu ne la état moo ko moom vraiment loolu dafa metti ci ñun. Les villages de reclassement social, fondés depuis plusieurs décennies, doivent être supprimés, selon ces pensionnaires, pour la consolidation de l'inclusion sociale. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.